Est-ce que tu savais que la France, ça faisait 11 millions de kilomètres carrés? Eh oui, ils sont si loin et pourtant si proches. Des fragments de France éparpillés aux quatre coins du monde témoignent d'une histoire faite de conquêtes, de luttes et de métissage. Les Outre-mer françaises. Autrefois colonies devenues dom-tom, puis drom-com, leur statut change et leur nom aussi, en ce qu'ils soient départements, régions, collectivités d'outre-mer ou possédant un statut particulier, comme la Nouvelle-Calédonie et les terres australes. Oui, la France est un large territoire, parsemé tout autour du globe. Mais une question demeure, quelle place occupent vraiment ces territoires lointains dans le récit national français? Conquise pour son sucre, son or blanc et son importance stratégique, chaque île, chaque terre d'outre-mer a contribué au rayonnement mondial de la France, souvent au prix du sang et du silence. Dans cette série documentaire, on part à la rencontre de ces territoires français, aux identités multiples entre mémoire, richesse et quête de reconnaissance. Et pour commencer ce voyage, direction la Guadeloupe. Aujourd'hui, quand on pense à la Guadeloupe, on imagine des paysages paradisiaques, une culture vibrante, une île française au cœur des Caraïbes. Mais avant d'être française, avant même d'être colonisée, Karukéra appartenait à un tout autre monde. Les Amériques et les Caraïbes forment un vaste ensemble de territoires habités depuis des millénaires par des peuples autochtones. Les Arawaks, les Taïnos, les Mayas, les Incas. Des civilisations riches, organisées, porteuses de langues, de savoir et de spiritualité, profondément ancrées dans leur environnement. Pourtant, à partir de 1492, cet espace sera présenté par l'Europe comme un nouveau monde, un territoire découvert par Christophe Colomb. Et ce mot découverte occulte une réalité, celle d'une invasion, d'une conquête et d'une mise sous tutelle. L'histoire de cette île n'a pas commencé avec les yeux de Christophe Colomb. Bien avant l'arrivée des Européens, l'île est habitée depuis plus de 4000 ans. Les Arawaks d'abord, venus d'Amérique du Sud par le bassin du fleuve Orénoque, en naviguant le long de la chaîne des îles, vivaient de pêche, d'agriculture et de poterie. On retrouve leurs traces à Baïf et Trois-Rivières, sur des roches gravées, derniers témoins de leur rite spirituel. Puis viennent les Kalinagos, ou Caraïbes. Leur société est organisée, hiérarchisée et profondément enracinée dans le rapport à la terre et à la mer. Ce monde ancien vivait selon ses propres lois, jusqu'à l'arrivée d'un homme venu d'ailleurs, Christophe Colomb. En 1493, Christophe Colomb accoste sur l'île. Il la baptise Guadeloupe, en référence à la similarité de ces montagnes avec celles de la Sierra de Guadalupe en Espagne. Pour l'Europe, c'est une découverte. Pour les habitants, c'est une intrusion. C'est une reconfiguration forcée du monde, où les cartes, les noms et même les identités seront redessinées et effacées selon le regard des conquérants. Pendant près d'un siècle, aucune puissance européenne ne s'installe durablement dans l'île, mais plusieurs tentent leur chance. C'est une période d'instabilité, de repérage et de première violence. L'Espagne revendique théoriquement toute la région Caraïbe, après les voyages de Christophe Colomb. Mais il privilégie les grandes Antilles, Cuba, Hispaniola, Porto Rico, où il trouve de l'or. Les petites Antilles sont jugées pauvres en métaux et ne les intéressent pas immédiatement. Mais il lance plusieurs expéditions punitives contre les peuples autochtones qui résistent tout de même. C'est le cas des Kalinagos, qui résistent farouchement à toute intrusion européenne et surveillent les côtes. Excellents navigateurs et guerriers, ils mènent des attaques de défense d'île en île. Ils arrivent à garder et contrôler encore la Guadeloupe, la Dominique et la Martinique. Cette résistance ralentit fortement la colonisation. Entre 1493 et 1635, la Guadeloupe n'est pas encore colonisée, mais elle est déjà convoitée. L'île devient un enjeu stratégique, un espace observé, disputé et violenté. À partir de la fin du XVIe siècle, les Français, les Anglais et les Hollandais commencent à explorer les Antilles. Ils cherchent à établir des escales commerciales pour le tabac et les épices. Ces nations concurrentes de l'Espagne profitent du déclin de leur puissance navale. À mesure que le sucre devient une marchandise précieuse en Europe, les ambitions changent. Les îles, jusque-là oubliées, deviennent stratégiques pour l'économie coloniale. En 1625, les Français s'installent à Saint-Christophe, nom donné par Christophe Colomb en son honneur.
San Cristobal. L'île devient alors la première colonie antillaise française. En 1635, ils décident d'étendre leur présence à la Guadeloupe et à la Martinique. Le 28 juin, sous l'autorité du cardinal Richelieu, la Compagnie des îles d'Amérique s'empare officiellement de la Guadeloupe au nom du roi de France, Louis XIII. La conquête de la Guadeloupe s'est faite par l'extermination quasi totale des Caraïbéens présents sur l'île et refusant de baisser les armes. Un génocide plutôt coutumier de l'époque coloniale. La Compagnie des îles d'Amérique, sous le patronage du cardinal Richelieu, est alors créée avec pour mission de coloniser les îles non habitées et d'évangéliser de force les indigènes survivants. L'évangélisation n'est pas qu'un acte religieux, c'est aussi un outil de légitimation du pouvoir colonial. Les prêtres participent à la mise en ordre du territoire en imposant la foi catholique comme référence morale et culturelle, en cherchant à civiliser les populations selon les normes européennes. Cette évangélisation se fait majoritairement dans la violence et la contrainte, vis-à-vis des populations amérindiennes qui tentent de résister à la domination européenne et de conserver leur culture et leurs croyances. Richelieu et les colons s'appuyaient sur la mission civilisatrice de l'Évangile pour légitimer la conquête et l'exploitation. L'île de Guadeloupe est finalement vendue en 1649 à des investisseurs privés français, Houël et Boisseret, et devient une seigneurie d'un pouvoir fédéral français. Tous deux souhaitent développer l'économie de l'île et se lancent dans la culture de la canne à sucre, du tabac et du café. Ayant alors besoin d'une main-d'œuvre conséquente pour atteindre leurs objectifs économiques, ils ont recours aux nombreux esclaves capturés en Afrique et emmenés de force sur les négriers vers les Caraïbes pour être livrés aux planteurs blancs. Les premières plantations esclavagistes prennent très vite vie et le monde voit alors se dessiner la nouvelle route de l'esclavage à travers la traite négrière. En 1656, la Guadeloupe compte 15 000 habitants et 3 000 esclaves. Sous le règne de Louis XIV, la couronne française en fait finalement une colonie officielle et reprend la main sur l'île en instaurant le Code noir en 1685. Le Code noir, inspiré par Colbert, a pour vocation d'encadrer l'esclavage dans les colonies françaises, organiser la vie sociale, religieuse et économique des colonies. Il légitime un statut juridique de biens meubles des esclaves en tant que propriété des maîtres. Oui, bien meuble. L'esclave ne peut rien posséder. Il est par essence catholique et tout nouvel enfant doit être baptisé devant l'Église. L'article 3 interdit tout exercice public d'autres religions que le catholicisme, sous peine de punition. Le Code légifère également sur les châtiments à infliger aux esclaves non obéissants ou qui tenteraient de s'enfuir. À l'article 38, on retrouve « L'esclave fugitif aura les oreilles coupées ». Article 42, les faire enchaîner et les battre à coups de fouet. Il pourra être puni de mort en cas de récidive. La législation est normalement un instrument de droit permettant d'établir des droits et des devoirs. Mais en ce qui concerne le Code noir, nous sommes face à un recueil de 60 interdictions pour régir la vie dans ses moindres faits et gestes de l'esclave, de sa naissance à sa mort. Un code noir strictement respecté, où la mise en pratique de ces dispositions est parfaitement révélée sur la petite île de Marie-Galante, à travers l'exposition La route de l'esclavage. Marie-Galante, au recensement de 1790, comptait 11 500 habitants, dont 9 400 esclaves. Difficile de se douter de toutes ces âmes perdues sur cette île. Une chape a été posée sur 2 siècles d'avanie, durant lesquels des hommes et des femmes furent juridiquement ravalés au rang de biens meubles. Cette île, surnommée l'île aux 1000 moulins, propose aujourd'hui un parcours de mémoire des différents lieux restés presque intacts, où les souvenirs restent en suspens dans ces anciennes demeures coloniales. On y retrouve l'habitation Murat, qui représentait la plus grande plantation de canne à sucre de toute la Guadeloupe, avec 307 esclaves pour une seule famille. Sur le site, quand on s'y balade, on y retrouve la maison du maître, rénovée à partir de la fin des années 60. Elle héberge l'exposition permanente Trésor populaire du quotidien. Le moulin à vent, construit en 1814 en pierre de taille, classé monument historique. Le moulin à bête ou manège, daté du fin du XVIIe siècle, début XVIIIe. Ce système précède celui du moulin à vent pour écraser la canne à sucre.
et la sucrerie, vaste bâtiment qui contenait 2 équipages de 9 chaudières et une distillerie. En traversant ces vestiges, on ne peut que se plonger dans l'histoire douloureuse de ces millions d'esclaves, amenés d'Afrique et destinés à une vie de labeur et de misère. Une vie d'invisibilisation et de soumission. Mais l'histoire de l'esclavage, c'est aussi celle de la résistance. Certains s'enfuient vers les montagnes dans l'espoir d'une vie libre, c'est le marronnage. D'autres sabotent les plantations et tentent de préserver leur langue, leur rythme, leur foi. Les Nègres qui réussissent à s'enfuir bâtissent des installations durables dans des zones reculées, dans les forêts, les montagnes ou les marais, menant à la formation de communautés autonomes, comme celle des Palenquès ou de Quilombos. Ces tentatives de liberté et d'autodétermination s'étendent de la Guadeloupe au Brésil. Ils forgent des structures politiques stables, chefferies, codes internes, défense organisée et économie locale. Ils mêlent souvent tradition africaine et adaptation locale. L'autonomie pouvait durer des décennies. La célèbre Solitude est une icône emblématique du marronnage et de la résistance. Née en 1772 et exécutée en 1802, elle œuvra aux côtés de Louis Delgrès pour l'abolition de l'esclavage et le droit des Noirs. Les pratiques de marronnage et les formes de résistance qu'elles ont engendrées constituent un élément essentiel pour comprendre les processus politiques, sociaux et juridiques qui ont conduit à l'abolition de l'esclavage. Suite aux cyclones Louis et Marilyn en 1995 et 1996 qui s'est abattu sur la Guadeloupe, des ossements humains ont été découverts sur la plage de l'Anse Sainte-Marguerite. Un cimetière d'esclaves qui date de la période du XVIIIe et XIXe siècle a été alors le cœur d'une dizaine d'années de recherche révélant plus de 300 à 200 corps adultes et sans enfants. Ces ossements ont été exhumés et stockés au musée archéologique du Moule en Grande Terre. Certaines études laissent penser qu'un millier de personnes ont été enterrées là, anonymement. En 1794, la Révolution française abolit l'esclavage. Pour la première fois, des hommes et des femmes noirs deviennent citoyens et peuvent accéder à des postes militaires. Mais très vite, en 1802, Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage pour relancer l'économie sucrière. Les officiers noirs et métis sont destitués, arrêtés ou déportés. Le commandant Louis Delgrès rentre alors dans un rapport de force, refusant de se soumettre à ce rétablissement et n'aura qu'un seul objectif, vivre libre ou mourir. Il est décrit comme instruit, courageux et profondément attaché aux idéaux de liberté et d'égalité. Avec environ 1000 combattants, anciens soldats républicains, affranchis, paysans libres, il mène une insurrection contre les troupes napoléoniennes, face à une armée mieux équipée et mieux soutenue par l'Empire. La résistance est héroïque, mais d'un déséquilibre beaucoup trop grand. Pour chasser, il se réfugie avec Joseph Ignace dans le fort de Basse-Terre, actuellement connu sous le nom de fort Delgrès. Il les défie en jouant du violon depuis les remparts. Un épisode resté célèbre et symbole de la résistance et de la portée de la musique dans la culture des esclaves, à leur seul moyen de communication et de résilience. Delgrès mène une résistance farouche contre les forces françaises, bien supérieures en nombre. Après plusieurs jours de combats acharnés, il se replie vers l'habitation d'Anglemont, à Matouba, près de Saint-Claude. Cerné et n'ayant plus aucune chance de victoire, lui et son armée décident de choisir la mort, plutôt que la reddition, et se suicident collectivement le 28 mai 1802. Louis Delgrès est aujourd'hui célébré comme un héros de l'abolition de l'esclavage. De nombreuses rues, places et monuments en Guadeloupe portent son nom et sa mémoire est honorée chaque année lors des commémorations de l'abolition de l'esclavage. Sa mort marque la fin tragique d'une résistance héroïque contre le retour de l'esclavage. Pourtant, malgré ce sacrifice, Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage dans les colonies. Il faudra encore plusieurs décennies de lutte, de résistance et de mobilisation pour qu'il soit finalement aboli de façon définitive en 1848. Victor Schœlcher, journaliste et homme politique, consacre une grande partie de sa vie à combattre l'esclavage. Après plusieurs voyages dans les colonies dans les années 1830 et 1840, il devient l'un des principaux défenseurs de son abolition et joue un rôle décisif en 1848 dans le décret qui abolit définitivement l'esclavage dans les colonies françaises.
Mais il faudra encore attendre 20 longues années avant que les conditions de travail des Noirs ne s'améliorent vraiment. Les anciens maîtres reçoivent des compensations financières pour la perte de leur main-d'œuvre, tandis que les anciens esclaves sont laissés à l'abandon et doivent reconstruire leur vie et leur descendance à travers une identité marquée par des siècles d'asservissement. L'esclavage est aboli, mais la discrimination est bel et bien ancrée. L'exploitation est loin d'être finie. Les nombreuses plantations ont besoin de main-d'œuvre, et l'Hexagone entend les demandes des anciens maîtres et finit par signer un accord avec le Royaume-Uni. La main-d'œuvre va alors devenir indienne en tant que colonie anglaise. La couronne administre et régit la vie des millions d'Indiens à l'autre bout de la planète. Arrivé en Guadeloupe par une immigration forcée dès 1854 pour remplacer la main-d'œuvre libérée par l'abolition de l'esclavage, ils arrivent comme travailleurs sous contrat d'engagement, faisant d'eux ce qu'on appellerait aujourd'hui l'esclavage moderne. Pendant plus de 30 ans, plus de 42 000 Indiens ont été importés ici et constituaient la main-d'œuvre nécessaire au maintien de la culture de la canne à sucre. Le contrat prévoit donc 5 ans d'engagement, avec 26 jours de travail par mois à raison de 9h30 par jour, et 4 jours de congé pour la fête indienne du Pongal. Mais ces dispositions ne sont pas respectées. Les salaires prévus de 12 francs 50 par mois pour les hommes, 10 francs pour les femmes et 5 francs en dessous de 14 ans sont payés irrégulièrement. Les conditions sanitaires d'hébergement et de nutrition provoquent anémie, bronchite et paludisme qui font des ravages. Cette page-là constitue une épreuve historique, je dirais, odieuse, parce qu'elle s'identifie largement à l'esclavage. La promesse de l'engagement temporaire avant de retrouver son pays natal s'éloigne petit à petit, laissant la brutalité et la violence permanente sur les habitations, de l'humiliation au meurtre en passant par les mauvais traitements. Sur les 42 000 qui ont débarqué ici, plus de 25 000 ont péri dans les champs de canne à sucre, frappés par la pauvreté, la misère, l'exploitation. Une centaine d'Indiens finiront par se suicider, n'espérant plus pouvoir rentrer chez eux un jour. Dans les plantations, les chaînes tombent, mais les corps continuent de ployer sous le poids du travail et de la misère. Les anciens esclaves deviennent des travailleurs pauvres, sans terre, sans droit, souvent contraints de rester là où ils ont toujours été. Les décennies passent et l'ordre colonial se perpétue. La Guadeloupe, comme la Martinique ou la Réunion, restent des colonies françaises. La République y prêche l'égalité, mais pratique encore la hiérarchie. Pourtant, dans les écoles, dans les syndicats et dans les rues de Pointe-à-Pitre, des voix commencent à s'élever. Des instituteurs, des journalistes, des militants rêvent d'un autre avenir. Le suffrage universel existe depuis 1848, mais la représentation politique reste symbolique. Les Guadeloupéens et Guadeloupéennes sont français de nom, mais pas d'égalité. Pendant les grandes guerres du XXe siècle, la Guadeloupe, comme l'ensemble des territoires coloniaux français, a été mobilisée au nom de la mère patrie. Des milliers d'hommes sont partis combattre sous le drapeau tricolore, souvent sans savoir pour quelle cause ils allaient risquer leur vie. On les appelait les tirailleurs antillais, aux côtés des soldats venus d'Afrique ou d'Indochine. Ils ont versé leur sang pour une république qui, à leur retour, ne les considérait pas comme ses égaux. Leur courage sur les champs de bataille n'a pas effacé la hiérarchie coloniale. Salaire inférieur, reconnaissance tardive et pension inégale. Beaucoup finissent par découvrir en métropole, parfois pour la première fois, la France qu'ils avaient appris à aimer à distance et la réalité du racisme d'État. Plus tard aussi, pendant la guerre d'Algérie, certains Antillais sont à nouveau mobilisés. Cette fois, ils se retrouvent dans une position encore plus troublante. Des colonisés envoyés pour défendre une colonisation. Une contradiction qui marquera profondément une génération, nourrissant le sentiment d'injustice et les réflexions anticolonialistes qui émergeront ensuite, notamment sous l'influence de Frantz Fanon. Dans ce contexte, une idée commence à germer dans les années 30 et 40.
faire des colonies d'outre-mer de véritables départements français. Ce projet est celui d'une génération de députés ultramarins. Aimé Césaire pour la Martinique, Gaston Monnerville pour la Guyane, Raymond Vergès pour la Réunion et Paul Valentino, député de la Guadeloupe. Pour eux, il ne s'agit plus seulement de dénoncer l'exploitation, mais d'obtenir une égalité de droits. Même salaire, même protection sociale, même chance d'éducation. Le 19 mars 1946, la loi portée par Aimé Césaire est adoptée à l'unanimité. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion cessent d'être des colonies. Elles deviennent officiellement des départements français d'outre-mer. Pour Paris, c'est la consécration d'une idée, l'unité républicaine. Pour la population guadeloupéenne, c'est l'espoir d'une égalité enfin réelle. À l'Assemblée, c'est Aimé Césaire, poète et député martiniquais qui défend cette départementalisation. Pour lui, c'est une première victoire contre l'ordre colonial. Mais il prévient déjà, l'égalité ne se décrète pas, elle se construit. La loi de 1946 promet les mêmes droits sociaux, les mêmes institutions, les mêmes chances. Sur le papier, la Guadeloupe devient la 99e parcelle du territoire français. Mais dans les faits, la départementalisation superpose deux réalités, la loi française et les inégalités économiques héritées du système colonial. Très vite, ces promesses d'égalité se heurtent à la réalité. Chômage, système d'éducation, dépendance économique, émigration massive vers l'Hexagone. Dès les années 50, les écoles et les universités voient naître une génération d'étudiants qui découvrent l'écart entre la théorie républicaine et la pratique coloniale. Et c'est dans ce bouillonnement que naît l'AGEG, l'Association générale des étudiants guadeloupéens. L'AGEG naît à Paris, dans le siège des associations antillaises. Elle devient la première grande voix politique d'une jeunesse en quête d'émancipation. Ses membres discutent de décolonisation, d'identité et de responsabilité. Ils lisent Frantz Fanon, psychiatre martiniquais passé par l'Algérie qui leur offre un nouveau langage, celui de la libération. Fanon parle de responsabilité partagée, d'aliénation et de prise de conscience de l'importance de l'empreinte discriminatoire et raciste de la colonisation. Un enracinement dans un système structurel français par le rapport entre l'homme blanc et les autres. Fanon, engagé dans la guerre d'indépendance algérienne, décrit la violence coloniale comme un système psychique et social. Pour la jeunesse guadeloupéenne, ces textes, dans Peau noire, masque blanc et Les damnés de la terre, deviennent des manuels de conscience. Et je vous conseille fortement de les lire. Leur combat ne se limite plus à l'intégration, il devient une quête de dignité, de reconnaissance et de souveraineté. Dans les années 60, les mouvements étudiants et syndicaux se heurtent à la répression policière et institutionnelle. Les autorités métropolitaines craignent que les Antilles deviennent un nouveau foyer d'indépendantisme. Les rassemblements de la GEG sont surveillés. Certains de ses membres sont emprisonnés ou radiés. Mais loin d'éteindre la flamme, la répression la nourrit. L'État avait favorisé le départ des Guadeloupéens et Guadeloupéennes vers la France, en 1963 notamment via les Bumindum, en considérant cela comme une solution à la misère locale, alors que les militants y voient une forme de déportation économique. L'enseignement valorise exclusivement la culture française et l'histoire française. Le créole est méprisé, jugé, vulgaire ou non civilisé. Les plus jeunes élèves sont frappés et punis lorsqu'ils parlent créole dans la cour de récréation. En 1970, l'AGEG publie le rapport culturel qui a pour but de dépasser les simples revendications sociales et universitaires. C'est une réelle proposition politique et sociale, issue d'un travail fastidieux entre 1958 et 1968, combinant études historiques et observations directes de la société guadeloupéenne. Ce rapport affirme que la libération politique des Guadeloupéens doit d'abord passer par une réappropriation culturelle et identitaire, rompant avec l'assimilation imposée par la France. En d'autres termes, intégrer pleinement la culture guadeloupéenne plutôt que l'aliéner, dans sa langue, ses musiques, ses traditions, qui appartiennent elles aussi à l'histoire de France. Le constat des inégalités économiques, sociales et culturelles est frappant. Le chômage massif des jeunes contraste avec la présence croissante de fonctionnaires métropolitains en Guadeloupe. Les autorités françaises et les élites locales favorables à la départementalisation ne perçoivent pas ce rapport d'un bon œil, qu'ils considèrent comme submersif. On le taxe de séparatiste, de marxiste ou d'influence étrangère. Les institutions universitaires et préfectorales surveillent de plus en plus près la GEG et les différentes associations étudiantes.
La société reproduisait une hiérarchie raciale implicite où la blancheur, la langue et les codes métropolitains symbolisent la réussite. Parallèlement, les luttes ouvrières tentent de se faire entendre. Le 26 mai 1967, à Pointe-à-Pitre, une manifestation des ouvriers du bâtiment exigeant une augmentation de salaire est violemment réprimée. Les CRS tirent sur la foule et tuent une dizaine de personnes. La panique entraîne une série de heurts entre la police et les manifestants. Un des leaders des syndicats ouvriers est tué ce jour-là. Plus de 60 personnes sont blessées et le nombre de morts total n'a jamais été prononcé. Cette répression sanglante marque un tournant. Dans les années 70, une nouvelle génération franchit un cap. Parmi ces étudiants, las de la situation qui n'évolue pas, Luc Renet. Ancien militant, il incarne le passage de la revendication culturelle à l'action politique directe, parfois armée. Des renforts de police et de gendarmerie ont été envoyés à la Guadeloupe après les attentats d'hier. Le plus important d'entre eux s'est produit devant la préfecture de Basse-Terre. Bilan, une vingtaine de blessés et ce soir encore, la tension reste très vive. Sous son impulsion et celle d'autres militants, naît le mouvement de libération armée de la Guadeloupe, le MLAG. Leur objectif, dénoncer l'emprise coloniale persistante et forcer Paris à reconnaître le droit à l'autodétermination, celui d'un archipel qui cherche à exister par lui-même. Mais la radicalité divise entre volonté de souveraineté et peur de la rupture. La Guadeloupe assiste au vent d'indépendance des Caraïbes, Cuba, la Dominique, la Grenade, le Suriname. Pour calmer les revendications, Paris engage alors une réforme majeure, la régionalisation. La départementalisation de 1946 a été à la fois une victoire et une illusion. Une victoire parce qu'elle marque la fin officielle du statut colonial. Et une illusion parce que la domination change de forme, mais pas de logique. Et c'est là tout le paradoxe de l'histoire guadeloupéenne. Une quête d'égalité sans rupture d'asservissement. Une promesse de liberté toujours à reconquérir. En 1982, alors que la France se décentralise, la Guadeloupe, à 6000 km de là, voit naître une nouvelle structure, la région Guadeloupe. Cette régionalisation tente un compromis, donner plus de pouvoir local sans rompre avec la République. L'idée est d'apporter plus d'autonomie sans pour autant briser la dépendance économique. Cette réforme intervient dans une politique nationale de régionalisation instaurée par les lois des Fers de 1982. Qui marque la fin du centralisme absolu à Paris. Elle donne aux régions, départements et communes de nouvelles compétences, jusque-là détenues par l'État. En 2001, la loi Taubira reconnaît enfin l'esclavage comme crime contre l'humanité. En Guadeloupe, le 27 mai devient jour de commémoration. Mais pour beaucoup, les cicatrices demeurent. Retracer son arbre généalogique est presque impossible. Les états civils des anciens esclaves à la suite de l'abolition indiquent simplement « né en Afrique », comme si l'Afrique était un seul et même pays, reniant les 54 provinces différentes et effaçant toute trace de leur histoire. La mémoire de l'esclavage n'est pas qu'un souvenir, elle est une lutte, une quête d'identité, une exigence de dignité. À la suite de l'abolition de l'esclavage, les propriétaires ont été indemnisés. Les affranchis n'ont reçu pour solde de tout compte qu'un nom de famille, souvent choisi au hasard. Ce sont les maires, les gendarmes, les notaires, curés, planteurs ou administrateurs qui attribuaient les noms au moment de l'enregistrement, dit des registres d'individualité. Les noms choisis sont souvent porteurs de sens, parfois poétiques, parfois ironiques, souvent arbitraires. Beaucoup d'affranchis ont reçu des noms liés à la flore, à la faune ou au paysage. Fleurs, palmiers, rivières, forêts, cacao, bambou, oui. Mais ce n'est pas tout. D'autres administrateurs ont choisi des noms moqueurs, ironiques, même méprisants. Fainéants, sans souci, timides, gros désirs, inutiles. Quand d'autres ont préféré choisir des noms à travers la foi et la moralité, comme Santon, Saint-Clair, Saint-Pierre, Juste, Sage ou Prudence. Ces noms témoignent d'un rapport colonial encore profondément inégal, où le pouvoir de nommer reste un pouvoir de domination. Depuis, les archives administratives, les arbres généalogiques butent obstinément sur la seule date de 1848, comme s'il n'existait pas d'antécédents familiaux. Pourtant, les Guadeloupéens et Guadeloupéennes sont tous originaires d'une identité plurielle. Comment concilier cette double appartenance, française et caraïbéenne, européenne et créole? Comment se reconstruire après des siècles de colonisation, d'esclavage et de métissage imposés?
J'espère que cet épisode vous aura aidé à un petit peu mieux comprendre l'histoire de la Guadeloupe, sa genèse et jusqu'à aujourd'hui. Le prochain épisode nous mènera au cœur du métissage forcé, là où les cultures, les croyances et les héritages se sont mêlés pour donner naissance à l'identité guadeloupéenne contemporaine.